Bonjour à tous. On va pouvoir y aller. C'est un sujet pour cette table ronde que nous allons démarrer ensemble, qui nous concerne tous, qui concerne aussi notamment le monde de l'entreprise, hein, c'est le sujet, autour de la cybersécurité. Alors si les grandes structures, elles s'organisent, ce sont souvent les plus petites, hein, les PME, les PMI et les collectivités locales, notamment qui restent les plus exposées à ces problèmes de cybersécurité. Surtout à l'heure où les attaques elles se multiplient et où les méthodes d'attaque évoluent. Par manque de moyens, souvent par méconnaissance ou par isolement, ces petites structures, elles cumulent des vulnérabilités, on va en parler, alors même qu'elles jouent un rôle fondamental, hein, dans notre quotidien. Alors aujourd'hui, on va poser une question simple mais cruciale. Comment penser une cybersécurité accessible, lisible et adaptée aux contraintes du terrain, adaptée donc à ces PME, et puis surtout qui doit porter cette responsabilité? On va en parler avec nos trois intervenants qui sont réunis avec nous en présentiel et en distanciel, et on la remercie d'être avec nous. Sandrine Ngachou, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes avec nous en visio depuis Paris. On vous excuse en raison du mouvement de grève qui ne vous a pas permis de vous déplacer avec nous aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Alors, est-ce qu'on vous entend? On vous voit, on ne vous entend pas, mais on vous voit à l'écran. Micro coupé, je pense, Sandrine. Ouais, votre micro est coupé. J'avais muté le micro. Voilà. Donc, Exactement. on vous laisse vous C'est présenter, ça, tout Sandrine. à fait. Oui, ça marche. En tout cas, merci. Désolée de ne pas être présent. En fait, voilà, du fait, vous l'avez dit, hein, de la grève nationale. Donc moi, je suis Sandrine Gatcho. J'ai à peu près une 15 ans d'expérience en cybersécurité. J'ai travaillé pour les grands groupes, hein, à la fois EDF, Thales et d'autres. Et aujourd'hui, je suis dirigeante de CyberQSS, hein, à Sécurité des Systèmes, une entreprise que j'ai créée pour accompagner les TPE, les PME dans cette aventure en fait, de sécurisation de leur système d'information. Donc voilà. Merci Sandrine. Donc on va vous retrouver en distanciel tout au long de cette table ronde. Denis et Nicolas, je vous laisse vous présenter aussi, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous et à tous. Merci d'être venus malgré la grève. Donc, Denis Boyer, je suis chargé de mission sensibilisation au sein de cybermalveillance.gouv.fr. Donc, mon métier, c'est d'évangéliser les TPE, les PME, les collectivités territoriales ainsi que les particuliers, de leur dire quelles sont les menaces, les bonnes pratiques pour se défendre et leur donner un certain nombre d'outils lorsqu'ils ont des soucis. Bonjour à toutes et à tous, donc Nicolas Guillou, je travaille pour la société Almond. Nous, notre ambition, c'est d'aider à construire un monde plus sûr, donc via des prestations d'accompagnement, d'audit, de conseil, de formation en cybersécurité. Et donc je suis directeur commercial région, je m'occupe du développement de nos activités en région, donc sachant qu'on a notamment une agence à Lyon et un stand pas très loin. Pour démarrer ces échanges, je vous propose, Denis, de nous exposer un petit peu plus, de nous définir ce qu'on entend derrière cybermenace. Qu'est-ce qu'on parle, enfin, de quoi on parle quand on parle de la vulnérabilité cyber des PME? Alors, cybermenace, nous on l'appelle cybermalveillance. C'est un ensemble de choses en fait, c'est 51 nuances de gris. Chez nous, on a catégorisé les cybermalveillances en 51 catégories qui vont du spam jusqu'au rançongiciel. Et entre tout ça, on a plein d'autres choses qui existent et qui vous impactent tous les jours en tant que particulier, en tant que professionnel. Et les TPE, les PME sont très faillibles pour beaucoup d'entre elles et ça représente énormément de menaces, avec notamment le développé et la montée de tout ce qui est numérisation. Qu'est-ce qu'elle risque quand une menace survient? Elle risque plein de choses. La première chose, traditionnellement, c'était l'indisponibilité du système d'information. Donc ça veut dire que c'est un vrai tsunami. On parle souvent de rançongiciel, on devient sourd, aveugle, muet, on ne peut plus travailler et donc le business ne se fait pas. Et dans ces cas-là, l'entreprise peut vraiment avoir énormément de problèmes. La conséquence la plus immédiate, dans tous les cas, c'est une conséquence économique. Derrière, il faut savoir que la motivation des attaquants, c'est de faire de l'argent. De faire de l'argent, ils le prennent d'une manière ou d'une autre à l'entreprise, par le biais de ses fournisseurs, par le biais de ses clients ou directement à elle. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. En tout cas, derrière, la cyberattaque, c'est un coût économique énorme. Vous avez des exemples concrets? Vous en voyez régulièrement? Alors, oui, on en voit régulièrement. Il faut savoir qu'en 2024, chez cybermalveillance.gouv.fr, on a reçu 420 000 demandes d'assistance, tout confondu. Donc particuliers, professionnels et collectivités territoriales. C'est 15 000 professionnels. Et je ne vais pas vous faire l'état de tout ce que l'on a vu. Par contre, on va se concentrer un petit peu sur le top 5.
En premier lieu, la première des menaces, celle qui impacte tout le monde, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage, d'ailleurs, pour s'en convaincre, on peut poser une question à l'assistance et dire qui parmi vous a reçu un SMS disant qu'il avait un colis qui était trop gros dans sa boîte aux lettres? Voilà. Je peux lever la main Vous avez, aussi. vous avez reçu une contravention aussi que vous devez payer. Alors ça, on va dire que c'est classique et c'est ce qui nous touche dans nos usages quotidiens. Maintenant, ça arrive énormément en entreprise. Le corollaire, la deuxième menace, ça va être le piratage de compte. C'est-à-dire qu'une fois que les escrocs, les cyber-escrocs ont récupéré un login, un mot de passe, ils vont utiliser tout ça pour se connecter en lieu et place des personnes. Et ça va être notamment le mail. Le mail est vraiment un sujet de prédation. Donc la deuxième cybermalveillance, piratage de compte. Troisième, rançon logiciel, qui a baissé mais qui est toujours à un niveau assez important. Et surtout, pour moi, la 4, qui est vraiment importante, qui est arrivée dans le top 5 l'année dernière, c'est le faux ordre de virement. Et le faux ordre de virement, c'est plus 29% en volumétrie pour les TPE-PME. Donc là, on est vraiment sur un sujet, et un sujet qui est vraiment énorme, et qui impacte énormément les TPE. Et chacune, alors ça peut être quelques milliers d'euros pour les plus petites, mais on peut monter à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Est-ce qu'on peut se dire que les entreprises et les particuliers sont conscients de ces cybermalveillances pour finalement être assez prudents pour ne pas tomber dans le panneau? Alors en fait, j'ai 3 chiffres. 3 chiffres qui correspondent à une étude qu'on a faite l'année dernière avec CPME, Impact Cyber. En fait, les entreprises, les TPE, les PME sont conscientes qu'il y a des risques. C'est normal, parce que aussi en tant que personne, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment impactés dans leurs usages quotidiens. Donc 58% se sentent concernés. Ils se disent oui, il y a quelque chose à faire. Par contre, il y en a 62% de ceux qui ont répondu à notre étude qui sous-estiment les enjeux. Ils disent mais pourquoi moi on m'impacterait? Parce que moi je ne suis pas une cible. Moi j'ai rien qui représente de l'argent. Donc là déjà, on va dire qu'on arrive dans la zone orange. Et la zone rouge, c'est que si elles étaient victimes, pour 65% d'entre elles, elles ne sauraient pas quoi faire. Et pourtant, malgré tout cela, il y en a environ 12% d'entre elles qui ont subi un incident de cybersécurité dans les 12 derniers mois. Donc elles se disent, il y a des risques, maintenant c'est pourquoi on m'attaquerait, et si jamais ça m'arrivait, je ne sais pas ce que je ferais. Sandrine et Nicolas, qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres que vient d'évoquer Denis? Sandrine, votre micro est coupé, donc j'y vais. Et vous pourrez rebondir Oui, après. vas-y, c'est bon ça. Merci. Non, mais merci Denis pour ces éclairages. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement d'un côté une menace qui est très très présente et qui concerne l'ensemble des structures, et que finalement il y a un désalignement entre l'ampleur de cette menace et puis le niveau de maturité, et surtout le niveau de mesures mises en œuvre par les entreprises pour se protéger. Et donc c'est bien pour ça que des solutions existent et qu'on va essayer de les mettre en place. Sandrine, est-ce que vous voulez rajouter, compléter? Non, je suis complètement d'accord avec ce que dit Nicolas. En fait, aujourd'hui, voir le budget des TPE et des PME ont décru aussi. Enfin, il y a une décroissance de leur budget. Le coût, il y a un rapport qui a été fait par Malveillance. En fait, le coût aujourd'hui moyen est à peu près de 2 000 € par an qu'ont les TPE et les PME à adresser à la cybersécurité. Même moi, ayant adressé certaines entreprises, je vois le budget qu'ils ont sur la cybersécurité. Donc voilà, après, bien qu'il y ait un secours réduit, il y a des solutions qui existent. Et donc voilà, des solutions sur des réflexes à avoir vis-à-vis des entreprises. Donc voilà, on en parlera tout au long de la session. Eh bien, justement, pour essayer de comprendre un peu mieux quel type d'offres sont proposées aux entreprises, de quoi est-ce qu'elles disposent aujourd'hui, en fonction de leur taille, en fonction de leur effectif aussi. Comment ça se passe quand on veut se protéger d'actes de cybermalveillance? Alors pour ma part, quand on parle de sécurisation, de sécurité, on a souvent le gros problème de se dire que la sécurité, la cybersécurité, ce sont des matériels, des logiciels qui sont là pour sécuriser l'entreprise. Ça, c'est une vision qui est vraiment une vision très réduite du problème. En fait, quand on veut se sécuriser, on doit travailler dans 3 domaines. Alors j'en ai déjà parlé hier lors d'une table ronde. En fait, on a une méthode de réduction des risques qui s'appelle HOT, qui n'est pas forcément liée à la cyber. H comme humain, O comme organisation, T comme technique. Si vous voulez vous sécuriser, en fait, vous mettez de la sécurité dans les 3 domaines. Sur l'humain, ça va être de la sensibilisation, un effort continu pour expliquer aux gens quelles sont les menaces, quels sont les bons réflexes, leur donner les moyens de pouvoir signaler quand il y a un phénomène qui est anormal au sein de la structure. Deuxième, c'est l'organisation. C'est en gros la gestion des accès, mais c'est également la validation des relevés d'identité bancaire pour éviter notamment d'être victime du faux ordre de virement.
était technique. Et là, on a effectivement besoin de matériel, que ce soit des EDR, des XDR, selon la taille, des pare-feux. Voilà. Donc en fait, on doit mettre de la sécurité dans ces 3 domaines-là. C'est un peu comme un tabouret. Si jamais vous en enlevez un relon, le tabouret il se casse la figure. Alors justement, comment les offres, elles répondent à ces problématiques, Nicolas? Ah bon, c'est une question qui est pas évidente. Si on regarde, donc on parle aujourd'hui, la conférence, elle est beaucoup dédiée donc aux PME, aux collectivités. Donc finalement, ça concerne quand même beaucoup de monde au niveau de la France. Et si on regarde les PME par ruissellement et étant donné leur place dans la chaîne d'approvisionnement de structures plus importantes, en fait, ça concerne l'essentiel de notre économie. Aujourd'hui, ces structures-là, elles sont quand même essentiellement accompagnées par leurs prestataires informatiques historiques. Et c'est vrai qu'elles se reposent quand même beaucoup sur eux pour mettre en place des mesures de sécurité. Et comme tu le disais, Denis, finalement, c'est beaucoup le T qu'on retrouve. Donc c'est beaucoup la technique, c'est le prestataire qui va proposer notamment des solutions de sécurité, antivirus, EDR maintenant. Et nous, le constat qu'on fait, c'est que, en fait, il y a quand même un problème pareil, un écart entre le niveau d'engagement qu'il y a de la part de ces prestataires informatiques, c'est-à-dire que ils ont un peu les clés de la maison pour les entreprises dont on parle. Et finalement, le niveau de responsabilité, notamment contractuelle, qu'ils peuvent avoir, parce que on va dire que dans le haut d'organisation, moi j'aurais très envie de parler de gestion des tiers et de regarder d'un point de vue contractuel qu'est-ce qui se passe. Et je ne sais pas si demain il y a un gros incident de sécurité, si l'infogéreur a un gros pépin et que ça compromet mon entreprise, est-ce qu'il est responsable? Dans quelle mesure? Parce que finalement, mon activité ne pourra pas avancer. Donc, il faut en tout cas aller chercher malgré tout du conseil, de l'accompagnement, si on n'a pas cette compétence-là. Déjà venir challenger son prestataire informatique pour vérifier qu'il a les bonnes qualifications et les bonnes compétences d'un point de vue cybersécurité. Certaines existent. On va parler d'experts cyber. Il y a d'autres qualifications qui existent également. Et ensuite, de ne pas hésiter non plus à venir challenger ce qui a été mis en place par ces prestataires historiques qui sont plutôt des prestataires informatiques plutôt que des prestataires de sécurité, et pour venir challenger, se donner de la visibilité et voir comment progresser. Sandrine, vous avez aussi votre vision à vous. Vous êtes vraiment en contact des PME pour le coup. Comment vous pouvez compléter Oui, je vais juste rappeler un chiffre en fait de l'INSEE de 2022. En fait, on a 4 900 000 entreprises à peu près en France, du secteur marchand, agricole et non financier. 4 700 000, c'est-à-dire que le plus gros, ce sont les MIC, en fait, les micro-entreprises, c'est-à-dire que moins de 10 salariés. Et c'est sur cette population-là, en tout cas ces entreprises-là, pour lesquelles je m'adresse en fait. En général, lorsque je vais dans des réunions interentreprises ou des associations aussi, des collectifs et des associations d'entreprises, notamment dans le Val-de-Marne. Il y a des solutions en fait qui existent, mais il faut savoir que ces entreprises, notamment micro-entreprises, sont de 4 millions à peu près. Enfin, c'est le volume le plus important d'entreprises, c'est vraiment les micros. Ils n'ont pas beaucoup de temps, en fait, beaucoup de temps à consacrer, notamment à la cybersécurité, dont d'abord parler, faire une sensibilisation cyber que je fais, qui est maximum d'une heure, en fait, vraiment les adresser avec tous les réflexes à avoir. Et puis, je dirais aussi ce que dit Nicolas, challenger les solutions qu'ils ont également en place, parce que c'est vraiment, ils prennent ceux qui sont historiques, ceux qui installent leur firewall ou ceux qui vont installer leur routeur, en fait. Leur routeur, voire, par exemple, très simple, en fait, une séparation entre le réseau d'entreprise, ou le routeur, pour ceux qui vont arriver, vont se connecter à leur Wi-Fi. Donc, vraiment des exemples très, très simples, de réflexes très, très simples à appliquer. Donc voilà. En fait, et aussi la sauvegarde de leurs données. Donc vraiment les solutions pour ces micros, en tout cas les moins de 10 salariés en matière de cybersécurité. Donc c'est vraiment des solutions adaptées pour eux en fait. Moins de temps, moins de budget. Et donc voilà. Vous soulevez un point important, c'est la question du temps. On dit souvent que les petites entreprises, elles sont un peu au four et au moulin tout le temps, et qu'il n'y a pas forcément une personne qui est dédiée à ces problématiques-là. Comment finalement on arrive à adapter l'offre à leurs contraintes déjà, et puis à les sensibiliser aussi à la question, parce qu'elles sont tout aussi vulnérables? Alors justement, oui, effectivement, alors, on a souvent les mêmes freins, c'est-à-dire en gros, la cybersécurité, j'y comprends rien, j'ai pas le temps, c'est pas mon métier, ça coûte cher.
Eh bien, en fait, faut complètement déconstruire tout cela. En fait, on a une obligation de sécurité parce qu'on doit protéger son outil de travail. Son outil de travail, c'est l'outil informatique, c'est la structure de l'entreprise, c'est ce genre de choses-là. Alors, effectivement, il y a la sensibilisation. La sensibilisation, elle doit fonctionner de l'employé jusqu'au dirigeant. Tout le monde doit être conscient, effectivement, qu'il y a des risques et qu'il y a des choses à mettre en place. Après, pour les intervenants, parce que c'est souvent ça aussi le problème des entreprises, c'est mais je fais appel à quelle société? Alors, Nicolas le disait tout à l'heure, il a son infogéreur qui est habituel, qui est historique et qui fait des choses, peut-être pas à l'état de l'art. Et pourquoi? Et qu'est-ce que je prends comme entreprise? Et vers qui je m'adresse? Pourquoi celle-là serait meilleure qu'une autre? Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, à notre niveau, c'est de faire un label. Un label, on a un label qui s'appelle Expert Cyber, on a 200 experts cyber qui travaillent uniquement dans le monde professionnel et qui ont des capacités. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, avec ce label-là, les gens, si vous faites appel à eux, c'est qu'ils seront compétents. Ils feront l'objet d'un audit de l'AFNOR. C'est un label qui est valable 2 ans. Et les experts cyber, ce sont des experts cyber de proximité. En gros, ici, on est à Lyon. Si on fait appel à un expert cyber dans la région lyonnaise, ce sera quelqu'un de la région lyonnaise. Ce ne sera pas un Parisien qui va venir. Donc nous, le but du jeu, c'est de créer du lien vers des gens qui savent faire, qui ont été audités sur leurs compétences. Et après, quand vous avez le bon expert, eh bien, vous allez travailler directement avec lui et vous allez pouvoir trouver la bonne société. Effectivement, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on doit être en capacité de garantir qu'ils ont le savoir-faire dans l'entreprise. Et ça passe souvent par un label. Le côté local, c'est important, le côté proximité, pouvoir se rendre dans l'entreprise, comprendre son fonctionnement, ça c'est important. Pas tout faire à distance. Je pense que c'est une attente forte quand même. Comme tu le disais, Denis, c'est pour ça qu'il y a des référencements de proximité dans le cadre d'Experts Cyber. C'est aussi pour ça que, finalement, qu'au niveau d'Almon, on a des agences régionales. C'est parce qu'il y a des prestations qui s'externalisent bien. Je pense à des tests d'intrusion, par exemple, même si on peut en faire également sur site. Et puis il y a des prestations qui demandent une bonne compréhension du fonctionnement de l'entreprise. C'est tout bête, mais souvent dans le cas des audits qu'on va mener, il y a un audit physique. Si on parle de sécurité, mais que les personnes peuvent rentrer très facilement et brancher un ordinateur sur le réseau, ça c'est des mesures de sécurité physique qu'on ne va pas pouvoir voir à distance. Donc c'est nécessaire de pouvoir se déplacer sur certaines parties de l'audit. Et après, juste pour rebondir un tout petit peu sur le point d'avant, je pense que l'analogie qu'on pourrait faire, c'est que la sécurité aujourd'hui, c'est un peu comme l'informatique hier. C'est peut-être un peu vu uniquement comme un poste de dépense préventive. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'informatique, elle est au cœur du fonctionnement des entreprises, qu'on peut globalement pas faire sans, dans la majeure partie d'entre elles. Et en fait, nous, notre conviction, la mienne, mais je pense que tu la partages, c'est que la sécurité, c'est pareil. La sécurité, en fait, ça doit plus être vu uniquement comme un poste de dépense, ça doit être vu comme une nécessité. Donc, il doit y avoir des personnes en charge au sein de l'entreprise qui doivent dégager du temps pour ça. Et parce que finalement, on n'a pas envie de se faire attaquer et donc on doit mettre en place des mesures préventives, mais même on doit rassurer son écosystème pour pouvoir continuer à faire du business correctement. Et en plus, demain, on aura aussi des contraintes réglementaires qui nous demanderont de le faire. Donc c'est vraiment nécessaire de dégager du temps et d'investir dessus. Alors justement, côté investissement, est-ce qu'on peut parler d'un budget ? Est-ce qu'il y a un budget minimum finalement qu'il faut investir ? Quand on a une PME, 2 000 € peut être important à l'année. Est-ce que c'est déjà suffisant? Est-ce que c'est trop peu? Alors en fait, c'est difficile. Ça dépend souvent de la taille de l'entreprise. Maintenant, effectivement, la première des choses dont on a besoin, c'est notamment d'avoir un RSSI, c'est-à-dire quelqu'un qui orchestre la politique de sécurité au sein de l'entreprise. Alors un RSSI, ça va dans un grand groupe. C'est normal, c'est budgétisé, c'est fléché, c'est très simple. Pour les TPE-PME, c'est beaucoup plus compliqué. Alors justement, il existe des RSSI partagés. En fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir un temps plein sur la partie RSSI, mais avoir quelqu'un qui soit à dispo un certain nombre d'heures dans la semaine sur certains projets. Et ça, c'est important. Et ça, c'est le genre de choses vers lesquelles doivent tendre les TPE et les PME. En tout cas, Nicolas, il le rappelait, il y a un certain nombre de choses que l'on doit faire. Et on n'attend pas d'avoir un problème pour pouvoir réagir. Et il y avait une analogie qu'on avait fait lorsqu'on a fait notre préparation, c'est qu'on n'attend pas d'avoir un incendie avant de mettre des extincteurs dans l'entreprise. Donc voilà, la cybersécurité, en fait, c'est un poste de dépense, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est un poste de sécurité. Ça évite justement les problèmes et que ça coûte beaucoup plus cher au moment de la remédiation. En tout cas, il y a une vraie différence entre mettre de la sécurité de manière habituelle sur une ligne budgétaire et tout d'un coup subir un incident dans lequel la remédiation, elle, coûtera très très cher.
Tout à fait d'accord. En fait, on regarde dans ce métier-là, mais comme dans d'autres, enfin plutôt dans ce risque-là et comme dans d'autres, hein, le fait d'investir en prévention, c'est souvent justement un très bon investissement. Et finalement, pour 1 euro investi en cybersécurité, on va en fait potentiellement récupérer plusieurs euros parce que la cyberattaque fait quand même, peut faire très mal. Donc nous, en tout cas, pour répondre aussi à la question, et peut-être que Sandrine voudrait aussi ajouter un mot dessus, il faut qu'on ait une approche par les risques pour pouvoir limiter le budget. Donc si on prend les choses de façon très simple, pour une petite entreprise, alors comme tu l'as dit, il n'y aura pas toujours un RSSI, donc au moins un référent sécurité ou un accompagnement extérieur, mais déjà se poser la question, qu'est-ce qui est stratégique pour mon entreprise? Qu'est-ce que je ne peux pas me permettre de perdre? Souvent des données, je sais pas, données stratégiques, commerciales ou financières au niveau de l'ERP par exemple, ça, s'assurer que c'est protégé. Et déjà, si on fait ça, finalement, on limite un petit peu le coût. Ça peut être un échange avec son prestataire d'hébergement pour dire, mais est-ce que ça, je suis sûr que voilà, c'est bien sauvegardé? De quelle façon? Est-ce que je peux faire des tests de restauration? Et donc, y aller petit à petit, mais démarrer en tout cas par ce qui est vraiment la protection des actifs stratégiques, et puis au fur et à mesure, monter en maturité et continuer d'investir. Ce qui est certain, c'est que pour une entreprise qui fait je sais pas, 10-20 millions d'euros de chiffre d'affaires, imaginons donc une PME, 2000 euros, ça va probablement pas être suffisant par rapport aux enjeux dont on parle. Mais on parlera peut-être ensuite il y a des dispositifs de financement qui peuvent aider aussi. Sandrine, quel est votre avis aussi sur la question du budget? Ouais, je rejoins la question du budget, enfin la cybersécurité, je rejoins complètement ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, hein. C'est vraiment en mode préventif en fait. Et il faut aller progressivement. Et pour ça, il faut on fait la cybersécurité par les risques, hein. Et notamment je prends l'exemple, lorsque vous partez en voyage, vous regardez dans le pays dans lequel vous allez, en fait, quels sont les risques identifiés. On va aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, on va prévoir, prendre si on a une assurance maladie, est couvert par le pays dans lequel on est. Enfin, voilà, en fait, la cybersécurité, c'est finalement parce qu'on sait que si on a un problème, on a un pépin dans le pays étranger, ça coûtera beaucoup plus cher, en fait. C'est à peu près ça, la cybersécurité, en fait, notamment pour les TPE. Donc moi, quand j'adresse en tout cas les entreprises, c'est vraiment d'aller tout doucement et surtout pas les risques. Et souvent, le premier point d'entrée, c'est vraiment les protections de leurs données, en fait, la sauvegarde. Parce que derrière, comme l'a dit très justement Nicolas, en fait, c'est que les données commerciales, si vous les perdez, si par exemple il y a ransomware, comment on fait pour pouvoir continuer à faire ce qu'on appelle la continuité d'activité? Vous faites comment en fait? Donc c'est vraiment ça par ce biais-là. Après aussi adresser aussi les configurations qui ont été mises sur place, en fait, qui ont déjà été mis en place par leur infogérant ou par les personnes qui font la maintenance de leur routeur ou de leur système d'information et qui leur donnent. En fait, c'est vraiment des exemples comme ça dans cette première sensibilisation. Après, derrière, lorsque effectivement ça fait écho, en tout cas, dans les réunions, ils vont aller beaucoup plus loin dans l'évaluation de la sécurité et encore sous couvert des risques, en fait. Parce qu'on ne peut pas pouvoir tout adresser en dans la cybersécurité, vraiment les points vraiment importants. Et c'est même valable pour les grandes entreprises, hein. Moi qui étais dans les grands comptes, c'est toujours par les risques et par la modélisation des menaces qu'on investit dans la cybersécurité. Donc voilà. Par où commencer quand on part de zéro? Alors, Nicolas a déjà donné une piste, hein. La première des choses que l'on va faire, c'est faire un audit. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va lister quels sont les endroits les plus critiques, quels sont les endroits où on a besoin de redondance, à quel endroit on a besoin de disponibilité. On va faire un état des lieux de ce qui est important à sauvegarder, de ce qui doit être hautement disponible. Donc, même chose, ça a déjà été rappelé, en fait, on doit penser sauvegarde, on doit penser redondance. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de se poser la simple question dans son entreprise, si jamais demain, j'ai plus mon système d'information, est-ce que je suis en capacité de pouvoir travailler en mode dégradé et comment je vais faire pour pouvoir remonter mon infrastructure? Il y a une idée, en fait, on parle beaucoup de textes, on a parlé de NIS2 qui impacte pas mal de monde, Dora qui est beaucoup plus sur le côté assurantiel et sur tout ce qui est métier de banque. En attendant, sur Dora, il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, c'est l'idée qui est derrière. L'idée qui est derrière tout ça, c'est pas de se dire attention, vous allez être victime, un jour ça va vous arriver, mais vous ne savez pas quand. Ça fait peur, ça ne permet pas d'avoir une bonne réaction. C'est de se dire que je sois bon, que je sois mauvais, je peux être victime. Ça arrive. Par contre, si je suis victime, je ne dois pas rester les bras ballants, je dois pouvoir tout de suite rebondir. Rebondir, ça veut dire, est-ce que j'ai mes backups? Est-ce qu'ils ont bien été faits? Est-ce que j'ai la capacité de remonter une infrastructure minimale avec les données qui ont été sauvegardées?
Est-ce que j'ai la capacité à communiquer envers mes fournisseurs, envers mes clients, de dire que j'ai eu un incident, pas forcément de tout dire tout de suite, mais de dire j'ai un incident, on est en cours de traitement, mais vous inquiétez pas, nous serons là et nous sommes en train de remonter notre infrastructure et nous allons pouvoir respecter nos engagements. Vous voyez, c'est tout cela. C'est de se dire je peux être victime, mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir m'en sortir très très vite. Et ça passe par un audit qui correspond à l'ensemble des données, de l'ensemble des protocoles, de l'ensemble des serveurs. Il faut faire un état des responsables aussi. Qui est-ce que j'appelle sur tel ou tel domaine? Et surtout, je me prépare avant, donc plan de continuité et de reprise d'activité, c'est je définis un schéma de qui fait quoi au moment de la crise et comment je vais m'organiser. Ça, c'est quand on est bien organisé et qu'on a préparé le problème. Eh bien oui, mais justement, on est là pour en prendre conscience et posez-vous juste la question, c'est demain, j'ai plus mon système d'information, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est important, le plus important pour moi pour pouvoir poursuivre mes missions? Bon, merci d'avoir mis en avant l'audit parce que nous on est un petit peu impliqué sur ce type de démarche, donc au moins Ça l'a introduit. voilà, c'est bien que ça vienne de ta part. Je pense qu'effectivement il y a deux axes à mon avis essentiels sur lesquels il faut travailler. Un premier, c'est un état des lieux, donc tu as bien décrit ce qu'il y avait dedans. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait il y a des dispositifs financés, parce qu'on a toujours aussi cette pensée que la cybersécurité coûte cher. Alors c'est pas tout à fait faux, hein. Mais il y a des dispositifs. Vous avez, si vous êtes une petite structure et que vous avez vraiment des moyens très limités, vous avez un dispositif qui est Mon Aide Cyber de l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des SI, qui est parfaitement gratuit. Donc forcément, s'il est gratuit, vous aurez un accompagnement assez compact, mais c'est quand même une première base intéressante. Vous avez des dispositifs régionaux, donc notamment financés par l'ENE et la région Auvergne-Rhône-Alpes, que vous pouvez regarder. Et puis vous avez des dispositifs nationaux. Je pense à la BPI notamment, qui finance jusqu'à un tiers d'audit, donc ça reste à charge de 6 000 € pour les entreprises. Et là, vous avez quelque chose qui est évidemment beaucoup plus complet. Donc ça, c'est, je pense, la bonne première étape pour vous lancer dans la démarche, vous donner de la visibilité. Qu'est-ce qui marche bien? Est-ce qu'on est à l'état de l'art? Et qu'est-ce qui nous manque? Et le deuxième point, du coup, je vais te renvoyer la balle un petit peu là-dessus. Vous avez en fait aussi énormément d'éléments de sensibilisation. Et nous, une de nos convictions, c'est tout ce qu'on fait en sensibilisation, globalement, c'est un bon investissement parce que ça coûte pas cher. Ça permet de faire monter le niveau de maturité des collaborateurs. Et si ça nous permet d'éviter juste un incident, en fait, on sera ravis. Et donc, cybermalveillance, en fait, a beaucoup de contenu gratuit, de très grande qualité, que vous pouvez utiliser, diffuser au sein de votre entreprise. Et ça, voilà, le coût est minime et je pense que l'impact peut être très intéressant. Et vous avez des équivalences, il y a aussi des représentants de collectivités ou d'établissements de santé. Enfin, déjà, ça répond à tout le monde, mais il y a notamment une initiative du GCS local pour donner aussi des contenus spécifiques de sensibilisation au niveau des établissements de santé. C'est vraiment de la pédagogie aussi qu'il faut faire au niveau de l'humain. Alors clairement, merci Nicolas pour avoir parlé de nos supports. On a plus de 700 supports en ligne, que ce soit de la vidéo, de l'affiche, des quiz. Et tous ces documents-là vont parler notamment des grandes menaces ainsi que les bonnes pratiques dans un cadre perso ou pro. On va parler notamment de séparation pro-perso, qui est un vrai sujet en entreprise. Le bring your own device et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique. Et tous ces documents-là, vous pouvez les prendre, les télécharger, les utiliser, les diffuser. Et la chose qui est surtout importante, c'est que quand on sensibilise, on doit avoir une démarche qui est pratique et non technique. En fait, on doit parler au plus grand nombre et expliquer de manière simple, mais non vulgaire, des choses qui peuvent sembler compliquées. Et dans la démarche de sensibilisation, donc on prend ce qui existe. Alors chez nous, vous venez, vous vous servez, vous diffusez. C'est gratuit, mais vous ne serez pas le produit. Et on a déjà, nous, validé en fait toute la partie contenu. Et il y a une dernière chose que je dirais en matière de sensibilisation, c'est qu'avant de parler aux professionnels, aux collaborateurs, on doit d'abord parler aux particuliers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas impliquer les collaborateurs en leur disant vous devez faire ceci ou ce genre de choses sans faire un espèce de parallèle dans leur pratique personnelle. Moi, je n'imagine pas quelqu'un qui a le bon comportement dans son entreprise mais qui a un mauvais comportement chez soi ou l'inverse. En fait, c'est un tout. La sensibilisation, c'est un effort collectif de tous dans le cadre privé, dans le cadre professionnel, au niveau des enfants, que l'on doit sensibiliser aussi le plus tôt. Donc nous, on a une diversité justement d'outils de sensibilisation pour toutes les tranches d'âge, de catégories, et que ce soit à titre personnel ou professionnel. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas repousser finalement, la cybersécurité, si on n'est pas à jour en interne dans son entreprise. Il faut faire quelque chose. Alors moi, je dirais qu'en tout cas, il faut vraiment être à jour.
Parce que les menaces en 2005 ne sont pas les menaces en 2025. Il y a des choses qui existent. Quand on parle d'hameçonnage, c'est pas nouveau. Ça existe depuis le grand boom de l'Internet public. Le problème, c'est que les méthodes, l'habillage a évolué. Ils sont devenus très très fins sur la manière d'impacter, de donner envie à quelqu'un de cliquer. Et ils ont des capacités vraiment de piéger. Ils sont très créatifs. Et en 2005, quand on avait son mot de passe qui était le même partout, c'est quelque chose qui est juste plus possible en 2025. On doit garantir de la complexité, l'unicité par service, et on doit faire appel à des outils tels que le gestionnaire de mots de passe et mettre en place la double authentification. Donc ça n'existait pas il y a 20 ans, ça existe maintenant. Il y a ces outils, on doit adapter notre usage en fonction des menaces, et on doit monter en compétences. On sent que tout évolue très vite. Est-ce qu'on ne peut pas être aussi très vite dépassé, s'y mettre aujourd'hui et devoir tout changer dans 5 ans? Sandrine, est-ce que vous voulez répondre sur ce point-là? Je pourrais rebondir si vous voulez. Sur le point de, les menaces, comme l'a dit justement Denis, les menaces évoluent tout le temps en fait. Il y a des publications qui sont faites en fonction des secteurs d'activité par l'ENISA, également par l'ANSSI, sur les menaces en fonction du secteur d'activité, puisqu'on n'a pas une entreprise de e-commerce n'a pas le même risque qu'une entreprise qui commercialise des produits agricoles. C'est pas la même chose. Après, je rejoins Denis sur la sensibilisation, à la fois même à la fois nos actes personnels et professionnels. Il y a aussi l'aspect téléphone et tablette, parce que les entreprises, notamment TPE, en fait, le téléphone est leur outil souvent de travail. Donc également cet aspect-là qu'il faut pas occulter, parce qu'on adresse à cette population, en tout cas, en matière de cybersécurité. Après, moi, je dirais, je rajouterais sur le point d'avance sur l'aspect vraiment financement. Il ne faut pas que ça passe peur, notamment quand on n'a pas le budget, se dire la cybersécurité, parce que moi déjà, je suis quelqu'un qui est très technique en cybersécurité. Donc du coup, pour moi, je suis plutôt l'avocat de dire la cybersécurité, d'être embrassé par tout le monde, en fait, qu'on ne pense pas que c'est que des sachants, qu'on n'a que des hackers. Derrière, dans la cybersécurité, c'est une affaire de tous, en fait. C'est comme la sécurité, en fait. La cybersécurité, c'est la sécurité. La sécurité, on le dit, c'est l'affaire de tous. Donc c'est pareil. Et du coup, il y a plein de dispositifs, le dispositif de la Chambre de commerce, la CCI, notamment de Paris, même du Val-de-Marne, organise parfois des rencontres cyber. Il y a l'association notamment des PME dans le 94 qui organise également aussi des moments cyber avec des offres. Malheureusement, il y a l'offre régionale de l'Île-de-France qui a été arrêtée, le dispositif diagnostic cyber et le dispositif chèque diagnostic cyber, chèque investissement cyber. C'est bien dommage parce que là, aujourd'hui, on voit une baisse notamment des budgets, c'est même pas qu'en France, même en Europe, des budgets des PME et TPE, notamment la cyber. L'État, en tout cas, ou les régions doivent vraiment venir soutenir, en tout cas les entreprises, sur la sécurisation de leur SI, en fait. Donc voilà, je fais un appel par rapport à la région Île-de-France, en fait, qui a vraiment arrêté ces dispositifs qui sont vraiment intéressants. Mais bon, comme l'a cité aussi Nicolas, d'autres dispositifs, mais voilà. Donc, c'est ce que je dirais, en tout cas, pour venir sur le point, notamment sur le financement, quoi. Faut pas que ça fasse peur, en tout cas, notamment sur les TPE, qui est les moins de 10 salariés, que ça fasse pas peur, en fait. Il y a les dispositifs, en tout cas. En fait, donc je suis d'accord avec vous, la menace, elle évolue, et effectivement, en fait, c'est un sujet qu'on va devoir travailler tous les ans pour s'adapter à cette menace. Mais dans un premier temps, on doit au moins s'assurer d'être à un niveau minimum de sécurité, et là-dessus, l'avantage, c'est qu'il y a quand même un certain consensus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, et notamment, vous avez un guide qui est, je trouve, très, très intéressant, qui est le guide d'hygiène de l'ANSSI. Donc il est public, il est gratuit, et voilà, il donne 42 mesures qui sont un peu le socle minimum pour ne pas être trop exposé. C'est-à-dire, si on ne met pas ça en place, globalement, on peut considérer que voilà, l'entreprise, elle est quand même assez largement exposée au risque cyber. Donc on doit mettre ça en place, et là-dessus, il y a un consensus, parce que si vous voulez vous assurer en cybersécurité, ce que je vous recommande chaudement, on va regarder ce même socle-là. Si vous voulez travailler avec des gros prescripteurs, si vous avez par exemple, vous êtes fournisseur de clients ETI ou de grands groupes, ils vont vous envoyer des questionnaires de sécurité demain s'ils ne l'ont pas encore fait. Ça sera également cette même base. Et donc, vous avez tout intérêt à la travailler déjà aujourd'hui. Donc, faire un effort, effectivement, il y a une phase de build, de construction pour atteindre ce niveau-là.
Et ensuite, il y aura un effort moindre mais continu pour pouvoir maintenir un niveau de protection correct par rapport à une menace qui évolue. Merci beaucoup à tous les trois. Donc on a compris, c'est un investissement. En tout cas, il faut s'y mettre et changer un petit peu son état d'esprit si rien n'est fait au sein de votre entreprise autour de la cybersécurité. Merci beaucoup à tous les trois. Peut-être qu'on peut terminer avec un petit mot, un message clé à passer pour chacun d'entre vous à notre public avant de pouvoir passer à quelques questions si vous en avez. Moi, je vous dirais, en fait, on a plutôt tout dit de ce côté-là. Effectivement, il y a un investissement à avoir. La cyber, c'est pas une fatalité. Ça fait partie des usages. Ça ne va pas changer parce que la dépendance au numérique, elle est encore plus grande. Bientôt, on va vous parler de dépendance à l'IA où on vous en parle déjà. Ne jamais oublier les savoir-faire. On a le droit de réfléchir. On a le droit de créer une politique de sécurité, de vraiment piloter sa cybersécurité en prenant à la fois conscience des risques qui sont actuels, de s'adapter et c'est surtout un effort continu. Sachez une chose, c'est que si vous construisez vos briques de sécurité, vous allez construire un mur. Si votre mur il est suffisamment haut, les attaquants, c'est pas chez vous qu'ils viendront, ils viendront à côté, où c'est beaucoup plus simple de franchir et sur lequel il y a moyen de se faire de l'argent beaucoup plus facilement et ils vont faire dans la masse. En fait, quand ils vous attaquent, c'est pas vous qu'ils ciblent, ils ciblent une infrastructure qui est facilement atteignable. C'est un peu peut-être le résumé de ce que j'ai dit juste avant, mais moi le mot d'ordre, ça serait d'anticiper. Je pense qu'en fait, on n'a pas le choix, on doit y aller pour des raisons de ne pas se faire cyberattaquer, pour des raisons business, pour continuer à travailler avec son écosystème, pour même avoir, j'en ai pas parlé, mais même les banques aujourd'hui ont des questionnaires cyber dans le cadre de financement importants. Donc si votre entreprise demande des financements, vous pouvez avoir des questionnaires cyber qui encore une fois reposent sur le même socle. Donc plutôt que de subir et de devoir le faire dans l'urgence, et on a beaucoup de clients qui se retrouvent dans cette situation-là, qui nous disent il me faut telle certification, ou il faut que je fasse des audits, ou que sais-je, parce que j'ai tel client qui me demande des preuves de sécurité, anticipez, voyez ça plutôt comme quelque chose qui est vertueux par rapport à la protection de votre entreprise, et surtout quelque chose qui va permettre de la rendre pérenne et de continuer normalement votre activité. Donc lancez-vous dès maintenant, ça sera plus facile à mettre en œuvre que si vous devez le faire dans l'urgence et sous contrainte. Sandrine, un message clé à passer ? Le message clé en fait à passer, c'est vraiment l'évaluation de vos risques, en fait, gérer la cybersécurité par les risques, par les menaces, c'est-à-dire pour que ça ne soit pas vu comme un coût assez important. Et aussi les dispositifs existent en fait, donc voilà, c'est pas une fatalité. Comme dirait Denis, c'est pas une fatalité la cybersécurité, on peut y investir. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Si vous avez des questions, c'est le moment de pouvoir poser des questions à nos intervenants. On va vous faire passer un petit micro. La première est toujours difficile à poser, mais voilà, j'arrive. Je viens à vous. Elle est venue vite, merci. Bonjour, merci. Ça fait quelques années du coup que je suis le travail de l'ANSSI parce que j'accompagne des TPE. Ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en retard sur la mutualisation des process et la centralisation des informations par rapport au monde monde cybermalveillant? Eux échangent plein d'infos sur nous super facilement et nous à l'inverse, pour faire de la R&D ça prend 3 plombes et puis tout le monde le fait, on réinvente tous la roue. Alors moi je vous dirais une chose, c'est que les attaquants auront toujours une longueur d'avance. Pourquoi ? Parce que eux en fait ils n'ont aucun frein. Nous, à partir du moment où on réagit, où on essaie de se sécuriser, on doit respecter la loi, le cadre de la loi. Les cyberattaquants, quand ils travaillent ensemble, quand ils font du business, ils travaillent comme des sociétés privées. Chacun récupère son petit billet. Ils ont des codes, mais ils n'ont aucune contrainte. Nous, on en a. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour cela ? Eh bien, c'est dans les réponses à apporter. Donc, moi, je crois beaucoup à la communication et notamment à tout ce qui est intercert. Donc, on parle des différents secteurs. Et ces différents secteurs doivent pouvoir discuter ensemble et pouvoir passer de l'information. Et c'est ce qui se passe dans les intercerts. Après, ce qui est aussi important, c'est aussi de clarifier l'offre. C'est-à-dire qu'au niveau des services publics, et moi je balaye devant chez moi, il y a plein de dispositifs qui existent, notamment pour les victimes, ça je pourrais vous en parler pendant longtemps, où chacun y allait de son petit portail pour parler à ses victimes dans son cadre très précis. Nous, ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a fait notamment l'année dernière, on a sorti 17 cyber. Pour toute victime, qu'on soit particulier, professionnel, qui que l'on soit, on va sur 17cyber.gouv.fr et on va être pris par la main. On va mettre un nom sur la cybermalveillance, on va vous donner des conseils et on va vous orienter vers des choses qui existent déjà. Pharos, Perceval, Thésée pour le dépôt de plainte en ligne, e-Enfance et différents portails, 33700. Enfin,
vous savez, les 51 nuances de gris dont je vous parlais tout à l'heure. Et après, on va mettre en relation avec un policier ou un gendarme pour l'aide à la judiciarisation sur certains de ces cas. Voilà. Donc en tout cas, il faut clarifier l'offre, en tout cas notamment pour de réponses pour les victimes, mais il faut aussi permettre des chambres d'échange rapides en matière notamment de CTI et d'information. Et moi, je crois beaucoup à l'Intercert. Oui, il me semble que l'intitulé de la conférence était PME et collectivités locales. Vous en avez très peu parlé. Voyez-vous des spécificités à la gestion de la cybersécurité dans une collectivité locale que vous n'auriez pas développées? Alors, merci pour votre précision. Je suis complètement d'accord avec vous finalement. En fait, on pense, à titre personnel, Denis et Sandrine pourront compléter, que les problématiques qu'on a pu évoquer sur les PME sont quand même très proches de celles qu'on rencontre au niveau des collectivités. Manque de moyens, manque de compétences internes et disponibilité pour le faire. Et la caractéristique, en tout cas, donc ça c'est vraiment les points communs, la caractéristique plutôt propre quand même aux collectivités selon moi, c'est qu'elles sont assez dépendantes des programmes de financement qui peuvent exister. Alors c'est un peu vrai pour le privé, on est content, on a bien vu nous qu'il y a eu une accélération très forte avec la mise en place des audits financés par BPI, on en a fait à peu près 150 en 18 mois, on n'avait pas fait 150 audits cyber en région sur les 18 mois précédents. Donc ça aide. Et dans le cas des collectivités, il y a eu des programmes très forts, je pense à France Relance notamment, où il y a beaucoup de collectivités qui ont investi, qui ont pu faire des audits cyber. Mais on se rend compte qu'en ce moment, on est dans une période qui est plus compliquée parce que France 2030, on a un peu mangé tout le gâteau, enfin si je peux dire ça comme ça. Et donc on est un petit peu en attente et dans une phase un petit peu de creux. Donc on est beaucoup plus dépendant forcément en termes de financement de ces cycles-là. Après, ce qui est intéressant, en tout cas aussi, peut-être à préciser pour les collectivités aussi, parce que la vision qu'on avait, nous-mêmes, en tant que société de conseil en cybersécurité, c'était une difficulté aussi à travailler parfois avec les collectivités pour des raisons administratives. Comme vous le savez peut-être, au-delà de certains montants, 40 000 euros, on ne peut pas faire de gré à gré. Donc pour les collectivités, elles doivent théoriquement mettre en place des marchés un peu lourds pour avoir recours à la prestation. Et en fait, c'est pour ça que nous, on a fait le choix, mais on n'est pas les seuls, à intégrer des centrales d'achat que vous connaissez sûrement et qui sont aussi un moyen aujourd'hui pour les collectivités de contractualiser beaucoup plus facilement en direct avec des prestataires identifiés. Donc en tout cas, tout ce qu'on a pu dire en termes de bonnes pratiques, je pense que c'était vraiment orienté et encore une fois je m'excuse si on ne l'a pas fait suffisamment à la fois pour les collectivités et pour les PME et je pense que et on voit certaines similitudes, hein, petite collectivité, peut-être une maturité de TPE ou petite PME, collectivité de taille moyenne, PME, petite ETI, et puis on voit que finalement les grosses collectivités, personnellement j'habite pas à Lyon, j'habite à Nantes, on voit qu'une collectivité comme la métropole de Nantes peut mettre en place des démarches type 27001, avoir un SOC en interne, donc on va retrouver une maturité type presque grand groupe, quoi. Mais avec plaisir pour en discuter avec vous. Merci beaucoup pour les questions. Merci pour la précision, monsieur. Et merci, Nicolas, aussi d'avoir permis de faire la passerelle sur la partie collectivité. Merci de votre attention. Très bonne journée sur le salon. Et à bientôt. Et merci, Sandrine, à distance, hein, surtout. Merci de vous être connectée. Merci.